L'Ordre du Temple solaire, surnommé OTS, est une secte fondée en 1984 par Joseph Di Mambro et Luc Jouret. Cette organisation se présentait comme un ordre ésotérique, s'inspirant des Templiers et prônant un mélange de croyances néo-templières, de spiritualité New Age et d'occultisme. Son objectif officiel était de préparer ses membres à une transformation spirituelle menant à un renouveau de l'humanité. Mais derrière cette façade mystique, l'OTS était avant tout un mouvement sectaire structuré autour d'une manipulation mentale et d'une exploitation financière de ses adeptes. Pour comprendre la naissance de l'OTS, il est essentiel de replacer son émergence dans le contexte des années 70 et 80. À cette époque, de nombreux mouvements ésotériques et sectaires prolifèrent en Occident, surfant sur une vague de rejet du matérialisme et des institutions traditionnelles. Le New Age, en particulier, gagnait du terrain, prônant un mélange de spiritualité orientale, de développement personnel et de croyance en des forces cosmiques supérieures. Les événements historiques récents, tels que la guerre froide et la crise économique, avaient exacerbé le sentiment de malaise dans la société, poussant certains individus à chercher des réponses dans des groupes mystiques, promettant un avenir meilleur ou une élévation spirituelle. Les sectes et groupes ésotériques prospéraient en jouant sur ces angoisses et en offrant des solutions simplistes à des problèmes complexes. Joseph Di Mambro, né en 1924 à Pont-Saint-Esprit en France, était un personnage charismatique et manipulateur. Ayant suivi des formations en horlogerie, il s'intéressa très tôt à l'occultisme et à l'ésotérisme. Dans les années 60, il rejoignit plusieurs mouvements mystiques, dont la Rose Croix, où il apprit à maîtriser l'art de la manipulation des croyances. Di Mambro se présentait comme un maître spirituel, prétendant être en contact avec des entités supérieures et ayant accès à des connaissances cachées. Il affirmait que sa fille Sylvie était l'enfant cosmique, une entité divine destinée à guider les élus vers une nouvelle ère. Luc Jouret, quant à lui, était un médecin belge né en 1947. Formé en homéopathie, il s'intéressa progressivement aux théories ésotériques et aux pratiques alternatives. Contrairement à Di Mambro, qui préférait l'ombre et les coulisses, Jouret était un orateur brillant. Il donnait des conférences sur la spiritualité et le développement personnel, attirant ainsi un public de cadres, de médecins et d'intellectuels. Son charisme et son éloquence faisèrent de lui un atout majeur pour le recrutement des membres. En 1984, les deux hommes unissent leurs forces pour créer l'Ordre du Temple solaire, un mouvement inspiré des Templiers médiévaux et de diverses traditions mystiques. Leur objectif affiché était de guider leurs disciples vers une purification spirituelle et une ascension vers un plan supérieur d'existence. L'OTS prétendait être l'héritier spirituel des Templiers, un ordre religieux et militaire du Moyen Âge dissous au XIVe siècle. Cette fascination pour les Templiers n'était pas nouvelle. Elle était partagée par plusieurs groupes ésotériques qui voyaient en eux des gardiens de secrets mystiques et des initiés à des connaissances cachées. Dans la doctrine de l'OTS, les adeptes devaient suivre un parcours initiatique inspiré des rites chevaleresques et ésotériques. Les références aux Templiers servaient à donner une aura de légitimité et de prestige à l'organisation, attirant ainsi des individus en quête de savoirs occultes et de révélations spirituelles. Ce type de rhétorique permettait aussi de renforcer le sentiment d'élitisme des membres, qui se percevaient comme des élus destinés à accomplir une mission sacrée. L'OTS se développa rapidement en France, en Suisse et au Canada, attirant des adeptes issus de milieux aisés et cultivés. Le recrutement se faisait principalement par le bouche à oreille, les conférences de Jouret et des cercles privés, où les membres étaient soigneusement sélectionnés. L'organisation séduisait particulièrement des cadres, des médecins, des ingénieurs et des personnes en quête de sens, en leur proposant un enseignement spirituel exclusif et structuré. Dès les premières années,
Dimambro et Jouret mirent en place un système strict de hiérarchisation des membres, basé sur des degrés d'initiation. Les nouveaux adeptes étaient progressivement exposés aux croyances de l'OTS et soumis à des rituels et des obligations financières. Ils devaient verser des sommes importantes pour participer aux cérémonies et aux enseignements secrets, renforçant ainsi leur engagement et leur dépendance au groupe. Au fil du temps, la secte devint de plus en plus fermée et paranoïaque. Dimambro imposait une discipline rigoureuse, contrôlait les moindres aspects de la vie des membres et utilisait des illusions et des trucages pour asseoir son autorité. Il n'hésitait pas à se présenter comme l'incarnation d'un être supérieur, capable de guider ses disciples vers un destin grandiose. Ainsi, dès ses débuts, l'OTS s'était construit sur des bases de manipulation, de contrôle et d'exploitation. Ce qui semblait être une quête spirituelle s'avéra progressivement être une machine sectaire bien huilée, menant inévitablement à des dérives dramatiques. L'ordre du Temple solaire fonctionnait de manière hiérarchique et secrète. Les membres étaient divisés en plusieurs niveaux d'initiation, chacun dévoilant progressivement des enseignements ésotériques. Dimambro et Jouret exerçaient un contrôle strict sur les adeptes, leur imposant des rituels codifiés et une soumission totale aux dogmes du groupe. L'organisation était structurée en plusieurs cercles, allant des simples sympathisants aux membres les plus élevés, ayant accès aux révélations supposées ultimes. Plus un membre gravissait les échelons, plus il se voyait impliqué dans des pratiques rituelles exigeantes et contraignantes. Les enseignements prônent un détachement du monde matériel, une obéissance aveugle aux dirigeants et un financement constant des activités du groupe. Les adeptes devaient participer à des cérémonies ou des effets spéciaux, comme des hologrammes et des mises en scène truquées, renforçaient l'idée que Dimambro était en communication avec des entités célestes. L'un des dogmes fondamentaux de l'OTS était la croyance en une fin du monde imminente et en la nécessité pour les élus de se préparer à une transmutation spirituelle qui leur permettrait de rejoindre un nouveau plan d'existence. Cette idéologie apocalyptique servait à maintenir la cohésion du groupe et à justifier des actes de plus en plus extrêmes. Dimambro affirmait que l'ordre avait une mission divine et que ceux qui le trahissaient subiraient des conséquences funestes. Pour assurer leur emprise, les dirigeants utilisaient des techniques de manipulation mentale, allant de l'isolement social à la culpabilisation des membres et à l'instauration d'une peur constante d'un complot extérieur menaçant la survie du groupe. Tout cela créa un climat de paranoïa, où les adeptes perdaient tout repère avec la réalité extérieure, les rendant totalement dépendants de l'organisation et prêts à suivre aveuglément les ordres, même les plus tragiques. Les conférences, souvent organisées dans des hôtels ou des centres culturels, attirent un public varié, composé de personnes en quête de sens, souvent issues des classes moyennes et supérieures. Jouret, avec son éloquence et son aura de médecin humaniste, parvient à séduire un public large, tout en distillant subtilement les idées apocalyptiques et ésotériques de l'OTS. Cependant, derrière cette façade respectable, l'ordre développe une structure de plus en plus rigide et autoritaire, marquée par des dérives inquiétantes. Le recrutement se fait souvent par le biais de réseaux personnels ou professionnels, avec une attention particulière portée aux individus vulnérables, en situation de crise personnelle ou spirituelle. Une fois intégrés, les membres sont progressivement initiés aux doctrines secrètes de l'OTS qui leur sont révélées par étapes, selon leur degré d'engagement et de loyauté. La hiérarchie de l'ordre est strictement contrôlée par Joseph Dimambro et Luc Jouret, qui se présentent comme les guides incontestés de cette communauté élitiste. Dimambro, en particulier, cultive une image de gourou omniscient, capable de communiquer avec des entités supérieures et de prédire l'avenir. Il utilise des techniques de manipulation psychologique pour renforcer son emprise sur les disciples, notamment en créant un climat de peur et de mystère autour de la fin des temps. Les membres sont convaincus que le monde est sur le point de sombrer dans le chaos
et que seuls les initiés de l'OTS seront sauvés grâce à leur capacité à transcender vers un autre plan d'existence. Cette croyance en une apocalypse imminente justifie, aux yeux des dirigeants, des mesures de plus en plus radicales, comme l'isolement des membres vis-à-vis de leur famille et de la société extérieure. Les liens familiaux sont considérés comme des obstacles à la purification spirituelle et les membres sont encouragés à rompre tout contact avec leurs proches, sauf si ceux-ci se convertissent à l'OTS. Parallèlement, l'ordre met en place un système de contrôle financier très strict. Les membres sont incités, voire contraints, à céder leurs biens à l'organisation, sous prétexte de financer des projets spirituels ou de préparer leur survie après l'apocalypse. Ces contributions, souvent substantielles, sont gérées de manière opaque et il apparaît rapidement que Dimambro et Jouret utilisent ces fonds pour financer un train de vie luxueux, incluant des propriétés somptueuses, des voitures de luxe et des voyages fréquents. Cette accumulation de richesses suscite des tensions au sein de l'OTS où certains membres commencent à douter de la sincérité des dirigeants. Ces doutes sont renforcés par des rumeurs de favoritisme et de corruption, ainsi que par des révélations sur les pratiques occultes de Dimambro, qui organise des cérémonies secrètes dans des salles spécialement aménagées, où il prétend communiquer avec des esprits et des entités extraterrestres. Ces cérémonies, souvent accompagnées de rituels complexes et de symboles ésotériques, renforcent l'emprise psychologique de Dimambro sur ses disciples, tout en alimentant un climat de paranoïa et de suspicion. Les membres sont constamment surveillés et doivent rendre compte de leurs actions et de leurs pensées, sous peine d'être exclus du cercle des élus. Cette pression psychologique, combinée à l'isolement social et à la peur de l'apocalypse, crée un environnement propice aux dérives sectaires. Les premières dérives sérieuses apparaissent au début des années 1990, lorsque des membres commencent à exprimer des doutes sur la direction de l'ordre. Certains, déçus par le manque de transparence financière ou par les comportements autoritaires de Dimambro et Jouret, tentent de quitter l'organisation. Cependant, la sortie de l'OTS est rendue extrêmement difficile, voire dangereuse, car les dirigeants considèrent toute défection comme une trahison. Les anciens membres sont souvent harcelés, menacés ou même agressés, afin de les dissuader de révéler les secrets de l'ordre. Ces pratiques coercitives, ainsi que les tensions croissantes au sein de l'OTS, préfigurent les drames à venir. En 1993, une série d'événements accélère la descente aux enfers de l'organisation. Un ancien membre, Antonio Dutoit, et sa famille sont assassinés dans des circonstances mystérieuses au Canada. Dutoit, qui avait quitté l'OTS et refusé de restituer des objets rituels, est considéré comme un traître par Dimambro. Cet assassinat, ainsi que d'autres incidents violents, révèlent la dangerosité de l'ordre et la radicalisation de ses dirigeants. À la même époque, des enquêtes judiciaires sont ouvertes en Suisse et au Canada, visant à élucider les activités financières et les pratiques de l'OTS. Ces enquêtes, bien qu'elles n'aboutissent pas immédiatement à des condamnations, contribuent à isoler davantage l'organisation et à renforcer le sentiment de paranoïa chez ses dirigeants. Convaincus que la fin du monde est imminente et que les forces obscures sont à leur trousse, Dimambro et Jouret commencent à préparer un plan macabre pour transcender vers un autre monde, emmenant avec eux leurs disciples les plus fidèles. Cette préparation, qui inclut l'acquisition d'armes, de substances toxiques et de sites isolés, marque le début de la fin pour l'ordre du Temple solaire. Les années 1994 et 1995 marquent un tournant tragique dans l'histoire de l'ordre du Temple solaire, avec une série de suicides et de meurtres collectifs qui secouent l'opinion publique et révèlent l'ampleur de l'emprise sectaire sur ses membres. Ces événements, soigneusement planifiés par Joseph Dimambro et Luc Jouret, sont le point culminant d'une descente aux enfers entamée plusieurs années auparavant, mais ils prennent une dimension particulièrement macabre et spectaculaire.
Le premier drame survient dans la nuit du 4 au 5 octobre 1994, lorsque 3 sites différents, en Suisse et au Canada, sont le théâtre de morts violentes et mystérieuses. En Suisse, dans le village de Cheiri, un incendie ravage une ferme appartenant à un membre de l'OTS. Lorsque les secours arrivent sur les lieux, ils découvrent une scène terrible. 23 corps sont alignés en cercle, certains recouverts de draps noirs, d'autres vêtus de robes cérémonielles. Les victimes, dont Joseph Di Mambro et Luc Jouret, ont été sous substances illicites avant d'être éliminés par balles ou asphyxiés. Les enquêteurs trouvent également des traces de rituels, avec des objets symboliques disposés autour des corps, suggérant une cérémonie macabre. Le même soir, à Salvan, un autre site suisse, 25 corps sont retrouvés dans une maison incendiée, disposés de manière similaire. Parmi eux se trouvent des familles entières, y compris des enfants qui ont été emprisonnés ou liquidés par balles avant que le feu ne soit allumé. Au Canada, dans le village de Moran Heights, 5 autres membres de l'OTS sont retrouvés sans vie dans une maison, également victimes de suicides ou de meurtres orchestrés. Ces 3 événements, coordonnés avec une précision glaçante, font un total de 53 morts, dont plusieurs enfants. Les enquêtes révèlent rapidement que ces drames ont été planifiés de longue date par Di Mambro et Jouret, qui avaient préparé leurs disciples à ce qu'ils présentaient comme une transition vers un monde supérieur. Les membres avaient été conditionnés à croire que leur mort serait une libération, une renaissance sur une planète lointaine appelée Sirius, où ils rejoindraient des êtres supérieurs. Cette croyance, renforcée par des années de manipulation psychologique, a permis aux dirigeants de l'OTS de convaincre leurs disciples de participer à ces suicides collectifs, présentés comme un acte de délivrance et de transcendance. Les enquêteurs découvrent également des lettres et des enregistrements laissés par les membres, dans lesquels ils expriment leur conviction que la fin du monde est imminente et que leur sacrifice est nécessaire pour échapper à la destruction. Ces documents, bien que troublants, montrent à quel point les membres étaient profondément endoctrinés et coupés de la réalité. Les médias, en relatant ces événements, parlent de suicide collectif, mais il apparaît rapidement que de nombreuses victimes n'ont pas choisi librement leur sort. Les enfants, en particulier, ont été empoisonnés ou éliminés par leurs propres parents, convaincus qu'ils les sauvaient en les emmenant avec eux dans l'au-delà. Ce mélange de suicide et de meurtre, orchestré avec une froideur méthodique, choque l'opinion publique et soulève des questions sur les mécanismes de manipulation mentale utilisés par l'OTS. Les enquêtes judiciaires qui suivent révèlent également des détails sordides sur les derniers jours de l'OTS. Les dirigeants avaient organisé des réunions secrètes pour préparer les membres à la transition, distribuant des instructions détaillées sur la manière de se préparer à la mort. Des substances toxiques, des armes à feu et des dispositifs incendiaires avaient été stockés dans les différents sites, en prévision des drames. Les membres avaient également été encouragés à rédiger des testaments spirituels, dans lesquels ils exprimaient leur adhésion à la doctrine de l'OTS et leur désir de rejoindre Sirius. Ces documents, bien que rédigés sous la contrainte psychologique, sont utilisés par les enquêteurs pour comprendre l'état d'esprit des victimes et les motivations des dirigeants. Malgré ces drames, l'OTS n'est pas totalement éradiqué. En décembre 1995, un nouveau suicide collectif a lieu dans le Vercors, en France, où 16 membres de la secte sont retrouvés sans vie, disposés en étoiles autour d'un feu. Ce deuxième drame, bien que moins médiatisé que le premier, confirme la dangerosité de l'OTS et son emprise persistante sur ses membres. Les enquêteurs découvrent que ces derniers avaient continué à croire en la doctrine de l'OTS, malgré les drames de 1994, et avaient planifié leur propre transition en suivant les instructions laissées par Di Mambro et Jouret. Ces événements successifs montrent à quel point l'emprise sectaire peut survivre à la disparition des leaders charismatiques, grâce à un système de croyances profondément enraciné
et à un réseau de disciples dévoués. Les drames de l'ordre du Temple solaire ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire des mouvements sectaires, mais aussi dans la mémoire collective, suscitant des réflexions profondes sur les mécanismes de manipulation mentale, les dangers des croyances apocalyptiques et les responsabilités des sociétés face à ces phénomènes. L'héritage de l'OTS ne se limite pas aux tragédies de 1994 et 1995. Il s'étend à une prise de conscience accrue des dérives sectaires et à des mesures concrètes pour prévenir de tels drames à l'avenir. Les événements ont également révélé des failles dans les systèmes de surveillance et d'intervention, notamment en ce qui concerne la détection précoce des groupes à risque et la protection des individus vulnérables. Les enquêtes menées après les drames ont montré que l'OTS avait pu opérer pendant des années sans attirer l'attention des autorités, malgré des signaux d'alarme évidents, tels que les pratiques coercitives, les prélèvements financiers abusifs et les discours apocalyptiques de plus en plus radicaux. Cette incapacité à anticiper la catastrophe a conduit à des réformes législatives et institutionnelles dans plusieurs pays, notamment en France, en Suisse et au Canada, où des lois ont été renforcées pour mieux encadrer les activités des groupes sectaires et protéger les citoyens. Par exemple, en France, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, Miviludes, a été créée en 2002 pour coordonner les actions de prévention et de lutte contre les sectes, en s'appuyant sur des partenariats avec les associations de victimes, les professionnels de la santé et les services de l'État. En Suisse, les autorités ont également renforcé leur cadre juridique, en particulier pour surveiller les mouvements religieux ou spirituels à caractère potentiellement dangereux. Ces réformes, bien que nécessaires, n'ont pas effacé les souffrances des familles des victimes, qui ont dû faire face à un double traumatisme: la perte brutale de leurs proches et la découverte des conditions dans lesquelles ils avaient été manipulés et emportés par une idéologie destructrice. Pour beaucoup de ces familles, les drames de l'OTS restent une blessure ouverte, alimentée par des questions sans réponse et un sentiment d'injustice face à l'impunité relative des responsables, tous décédés lors des suicides collectifs. Certaines familles ont choisi de s'engager dans des associations de défense des victimes de sectes, comme l'Association de défense des familles et de l'individu, ADFI, pour sensibiliser l'opinion publique et aider d'autres personnes confrontées à des situations similaires. Ces associations jouent un rôle crucial dans l'accompagnement des victimes et la prévention des dérives sectaires, en offrant des ressources juridiques, psychologiques et sociales. L'héritage de l'OTS se manifeste également dans le domaine académique, où les drames ont suscité un intérêt renouvelé pour l'étude des sectes et des phénomènes de manipulation mentale. Les chercheurs ont analysé les techniques utilisées par Di Mambro et Jouret pour endoctriner leurs disciples, notamment l'isolement social, la destruction des repères identitaires, la création d'un ennemi commun, la société corrompue et la promesse d'un salut collectif. Ces études ont permis de mieux comprendre les processus psychologiques et sociaux qui conduisent des individus à adhérer à des idéologies extrêmes et à accepter des actes contraires à leurs valeurs fondamentales. Par ailleurs, les drames de l'OTS ont inspiré des œuvres culturelles, telles que des documentaires, des livres et des films, qui explorent les aspects humains et psychologiques de cette tragédie. Ces œuvres, bien que parfois critiquées pour leur approche sensationnaliste, contribuent à maintenir la mémoire des événements et à sensibiliser le public aux dangers des dérives sectaires. Enfin, l'héritage de l'OTS se reflète dans les débats contemporains sur la liberté religieuse et les limites de l'intervention de l'État dans les affaires spirituelles. Les drames ont mis en lumière la difficulté de concilier le respect des croyances individuelles avec la nécessité de protéger les citoyens contre les abus et les manipulations. Cette tension reste d'actualité, alors que de nouveaux mouvements sectaires continuent d'émerger, profitant des réseaux sociaux et de la mondialisation pour recruter des adeptes et diffuser leurs idées. En somme, l'histoire de l'ordre du Temple solaire est un rappel sombre des dangers de l'obscurantisme et de la quête de sens mal dirigée,
mais aussi une leçon sur la nécessité de vigilance, d'éducation et de solidarité pour prévenir de telles tragédies à l'avenir. Les 74 morts des drames de 1994 et 1995 ne doivent pas être oubliées. Elles doivent servir de catalyseur pour une réflexion collective sur les valeurs qui unissent nos sociétés et les moyens de protéger les plus vulnérables contre les prédateurs spirituels. L'Ordre du Temple solaire, OTS, occupe une place tragique dans l'histoire des mouvements sectaires, mais il est loin d'être le seul groupe à avoir entraîné ses membres vers la mort et la destruction. À travers les siècles, plusieurs sectes ont marqué l'histoire par leur violence, leur fanatisme et leur capacité à manipuler des individus jusqu'à les pousser à commettre des actes inimaginables. Ces groupes, bien que différents dans leur doctrine et leur contexte, partagent des caractéristiques communes: un leader charismatique, une idéologie extrême et une emprise psychologique qui conduit souvent à des drames collectifs. Parmi les sectes les plus meurtrières de l'histoire, certaines se distinguent par l'ampleur de leurs crimes et l'horreur de leurs actions. Le Temple du Peuple, Jonestown, le suicide collectif le plus meurtrier. L'un des exemples les plus terrifiants est celui du Temple du Peuple, dirigé par Jim Jones. Fondé dans les années 1950 aux États-Unis, ce mouvement se présentait initialement comme une communauté utopiste, prônant l'égalité raciale et la justice sociale. Cependant, sous la direction de Jones, le Temple du Peuple est devenu une secte autoritaire et paranoïaque. En 1978, Jones et ses disciples se sont installés à Jonestown, une colonie isolée en Guyane. Le 18 novembre 1978, après l'assassinat d'un membre du Congrès américain et de plusieurs journalistes venus enquêter sur les conditions de vie dans la colonie, Jones a orchestré un suicide collectif. Plus de 900 personnes, dont plus de 300 enfants, ont été empoisonnées au cyanure ou contraintes de boire une boisson toxique. Ce drame, connu sous le nom de Mana Massacre de Jonestown, reste le suicide collectif le plus meurtrier de l'histoire. Aum Shinrikyo, la secte de la terreur biologique et chimique. Au Japon, la secte Aum Shinrikyo, fondée par Shoko Asahara dans les années 1980, a marqué l'histoire par son recours à la violence et au terrorisme. Asahara, qui se présentait comme un gourou illuminé, prêchait une doctrine apocalyptique mêlant bouddhisme, hindouisme et christianisme. Convaincu que la fin du monde était imminente, il a ordonné des attaques terroristes pour accélérer l'apocalypse. Le 20 mars 1995, des membres de la secte ont libéré du gaz sarin dans le métro de Tokyo, tuant 13 personnes et en blessant plus de 6000. Les enquêtes ont révélé que la secte avait également tenté de produire des armes biologiques et chimiques, faisant d'Aum Shinrikyo l'une des organisations sectaires les plus dangereuses de l'histoire moderne. La secte de Heaven's Gate, le suicide pour rejoindre une soucoupe volante. En mars 1997, 39 membres de la secte Heaven's Gate ont été retrouvés morts dans une maison de Rancho Santa Fe, en Californie. Dirigée par Marshall Applewhite et Bonnie Nettles, la secte croyait que la Terre était sur le point d'être recyclée et que la seule façon d'échapper à cette destruction était de quitter leur enveloppe corporelle pour rejoindre un vaisseau spatial caché derrière la comète Hale-Bopp. Les membres ont volontairement ingéré un mélange mortel de phénobarbital et d'alcool, vêtus de tenues identiques et chaussures Nike noires. Ce suicide collectif, soigneusement planifié et documenté, a choqué le monde par son caractère méthodique et son adhésion à une croyance en apparence absurde. La secte de la branche davidienne. L'assaut de Waco. La branche davidienne, une secte dirigée par David Koresh, a attiré l'attention du monde entier en 1993. Installée dans un complexe appelé Mount Carmel, près de Waco au Texas,
la secte prêchait une interprétation apocalyptique de la Bible. Après un raid du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF, qui a mal tourné, un siège de 51 jours a été mis en place par le FBI. Le 19 avril 1993, un assaut final a entraîné un incendie qui a coûté la vie à 76 personnes, dont 25 enfants. Les circonstances exactes de l'incendie restent controversées, mais cet événement a marqué un tournant dans la manière dont les autorités américaines gèrent les crises impliquant des groupes sectaires. La secte des solaristes, une tragédie méconnue. Moins connue, mais tout aussi tragique, la secte des solaristes, active en Russie dans les années 1990, a entraîné la mort de plusieurs dizaines de personnes. Dirigée par un ancien ingénieur, Sergueï Torop, alias Vissarion, la secte prêchait un mélange de christianisme, d'écologie et de mysticisme. En 1997, 39 membres de la secte sont morts de faim et de froid dans les montagnes de Sibérie, après avoir suivi les instructions de Torop pour se préparer à la fin du monde. Cette tragédie, bien que moins médiatisée, illustre les dangers des croyances apocalyptiques et de l'emprise sectaire. Les points communs entre ces sectes. Ces sectes, bien que différentes dans leur doctrine et leur contexte, partagent des caractéristiques communes. Elles sont toutes dirigées par des leaders charismatiques, capables de manipuler leurs disciples grâce à une combinaison de promesses de salut et de menaces de damnation. Elles exploitent également les peurs et les incertitudes de leurs membres en leur offrant un sens à leur existence et une communauté soudée. Enfin, elles utilisent des techniques de contrôle mental pour isoler leurs membres de la société et les pousser à accepter des actes extrêmes, allant jusqu'au suicide ou au meurtre. L'importance de la vigilance et de la prévention. L'histoire de ces sectes meurtrières rappelle l'importance de la vigilance et de la prévention. Les autorités, les médias et la société civile doivent rester attentifs aux signes avant-coureurs des dérives sectaires, tels que l'isolement social, les prélèvements financiers abusifs et les discours apocalyptiques. Les familles et les proches des victimes jouent également un rôle crucial en signalant les comportements inquiétants et en cherchant de l'aide auprès des associations spécialisées. Enfin, l'éducation et la sensibilisation du public aux dangers des sectes sont essentielles pour prévenir de nouvelles tragédies. L'histoire de ces groupes, aussi sombre soit-elle, doit servir de leçon pour construire un avenir où de telles horreurs ne se reproduisent plus.